important que vous suivriez en affaires, si vous voulez apprendre la comptabilité, vous pouvez absolument aussi apprendre la comptabilité. À mon avis, aller à l'ONU, c'est aller à Harvard. Je veux dire, je parierais là-dessus. Et je n'aurais pas à payer d'énormes factures pour suivre une formation commerciale. Maintenant, vous savez, si vous souhaitez suivre une formation médicale, je veux dire, il y a certaines professions pour lesquelles il n'est peut-être pas possible de dépenser beaucoup d'argent et de s'endetter dans une certaine mesure. Vous devez prendre cette décision vous-même, mais j'essaierai certainement de la minimiser. Et j'aurai en quelque sorte compris comment je gérais cette dette dans, disons, une période de 5 ans après avoir quitté l'école, où j'y réfléchirai à 2 fois avant de la contracter. Quel conseil donneriez-vous à une organisation à but non lucratif en création? Pour créer une organisation à but non lucratif, eh bien, j'ai toujours essayé d'éviter de créer des organisations à but non lucratif. Eh bien, cela dépendrait entièrement de ce que je voulais accomplir. Je veux dire, tu sais, ce serait une chose si c'était un hôpital, ça pourrait en être une autre. Tu sais, il y en a tellement de types. Donc, vous savez, vous devez trouver des gens qui sont expérimentés et impliqués dans une entité comme celle-là. Mais ça dépend tellement de l'objectif pour lequel vous travaillez. Je comprends que vous êtes très impliqué civiquement et je me demandais quelle importance vous accordiez à une qualité. C'est pour un individu dans la vie. Et pourquoi? Ouais, eh bien, je ne dirais pas que je le suis. Je veux dire, je fais certaines choses civiques. Je pense que votre modèle en tant que citoyen, par exemple, à Omaha, serait Walter Scott. Je veux dire, il était beaucoup plus impliqué civiquement. Et d'ailleurs, son prédécesseur, Peter Kiewit, l'était aussi. Mais Walter se l'a porté vers de nouveaux sommets. Donc je ne veux pas endosser moi-même le rôle de ça. Je fais certaines choses. L'un des problèmes que j'ai, c'est que j'aime tellement ce que je fais que ça prend en quelque sorte le dessus. Je veux dire, je suis comme un gars qui aime beaucoup jouer au golf ou quelque chose comme ça, sauf que j'aime le métier dans lequel je travaille. J'ai une famille qui participe très activement. Certains de mes enfants travaillent sur presque tout ce qui se passe dans le domaine civique. Et vous savez, c'est vrai, en fin de compte, les gens font ce qu'ils veulent faire dans une certaine mesure. Et je pense que je n'ai jamais parlé à personne qui, vous savez, aimait travailler dans des activités civiques qui ne semblaient pas très utiles après l'avoir fait. Je veux dire, ils ont construit quelque chose et participer à la construction de quelque chose est toujours très amusant et en fait, on passe un bon moment. Nous avons par exemple ce tournoi de golf en septembre et nous avons collecté de l'argent pour quelque chose. Mais tout le monde passe un bon moment, donc personne ne paie de prix. En faisant ça, je passe un bon moment. Les gens qui viennent passent un bon moment et nous pouvons les montrer aux gens. Mais vous devriez profiter des choses au fur et à mesure. Et vous le feriez si vous travaillez dans des activités civiques qui vous intéressent et que vous pouvez faire la même chose en politique. Je veux dire, si vous trouvez des idées politiques ou des politiciens qui, particulièrement, vous identifiez quand en vous tournant contre vous, vous pouvez tirer beaucoup de satisfaction personnelle. Vous et vous faites quelque chose qui en vaut la peine. Alors je suis simplement votre instinct à ce sujet. Ce serait ma recommandation. J'ai une question. Selon vous, quel est le problème, le plus grand problème économique auquel seront confrontés les jeunes d'aujourd'hui et de demain? Oui, je ne pense pas que vous allez avoir d'énormes problèmes économiques. Je pense que vous vivrez dans une société où la personne moyenne vit mieux et de manière significative que la moyenne d'une génération ou de 2 générations plus tôt. C'est l'histoire de ce pays. C'est un pays merveilleux comme ça. Je veux dire, quand on y pense, nous représentons 4,5% de la population mondiale, vous savez, et ce qui a été accompli ici est incroyable. 53% de la valeur des sociétés cotées en bourse dans le monde se trouve aux États-Unis, avec 4,5% de la population. Ce pays a toujours bien réussi. Ils disent en matière d'action qu'il faut acheter des actions dans une entreprise qui est si bonne que même un idiot peut la diriger. Parce que tôt ou tard, on le fera, et ce n'est pas un mauvais conseil. Eh bien, cela semble avoir été en quelque sorte l'histoire de ce pays de temps en temps. Je veux dire, nous avons eu tous ces problèmes qui sont survenus.
Si vous regardez les 100 dernières années et énumérez tous les problèmes auxquels ce pays a été confronté, vous savez, vous pouvez dresser une très longue liste. Et beaucoup de gens qui se sont concentrés sur ces problèmes à l'époque ont négligé la situation dans son ensemble et la situation dans son ensemble. Est-ce que chaque génération était meilleure que la précédente? Et c'est à cause de l'épargne, parce que l'épargne permet aux gens de créer de nouveaux outils pour faire de meilleures choses au fur et à mesure. Et c'est aussi à cause d'un environnement qui permet aux gens de réaliser leur potentiel à un degré supérieur à celui de la plupart des autres environnements dans le monde. C'est loin d'être parfait. Je veux dire, c'est triste à quel point c'est loin d'être parfait. Mais c'est mieux que tout ce qui existe autour. Je veux dire, dans ce pays, vous n'avez pas de commissaire ou quelque chose comme ça qui dirige une grande entreprise dans ce pays. Vous avez un gars comme Jack Welch et un gars comme Jack Welch fait une différence jour et nuit en termes de productivité de cette entreprise sur une période de plusieurs décennies, et la productivité est ce qui détermine le niveau de vie pour s'élever. Donc, tout. Ce qui est un système qui lance les Jack Welch du monde pour diriger des entreprises. Cela va avoir un énorme avantage sur une société qui le fait par hérédité ou qui le fait par décret gouvernemental, et nous sommes plus proches de cette société que j'ai décrite que tout autre pays. Et cela a conduit à de grandes choses, et cela continuera à conduire à de grandes choses. Donc je pense que tu as le meilleur avenir. Vous savez, vous n'êtes pas confronté. Vous n'êtes pas confronté à une guerre, et vous avez un excellent. Vous avez un meilleur avenir en termes d'obtention de récompenses matérielles que n'importe quelle génération de l'histoire. J'aimerais donc pouvoir vous échanger vos places. Je me demandais si vous, ou si vous pouviez parler au nom de M. Gates, aviez peur de l'impact de l'an 2000 sur l'économie ou plus particulièrement sur le marché boursier. Ouais, eh bien, je suis content que tu m'aies donné une chance de faire venir d'autres personnes parce que je suis le dernier gars au monde à comprendre l'an 2000. Tu sais, je ne sais pas pourquoi ce microphone fonctionne. Je ne sais pas, vous savez, pourquoi les lumières s'allument ou moi, j'allume l'interrupteur de mon téléviseur et je prie. Je veux dire, je dis que c'est tout. Tout cela me dépasse, mais je dirais ceci, c'est la personne la plus intelligente que je connaisse dans ce domaine. En grande partie, je pense que ça va être un non-événement dans ce pays. Je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais je pense que vous vous réveillerez le 1er janvier et découvrirez que le monde n'a pas changé depuis le 31 décembre. Maintenant, je dirais ceci. Vous pourriez demander à tout un groupe d'amis de vous faire des chèques d'1 milliard de dollars le 31 décembre, puis de les déposer, et vous savez, qui sait ce qui va se passer? Vous ne pouvez rien perdre. Je veux dire, nous rebondissons, et si le système est suivi, vous savez qui, vous pourriez trouver beaucoup d'argent sur votre compte, mais je ne compterai pas là-dessus. Nous possédons une société appelée Executive Jet. Nous avons environ 14 ou 1500 clients qui possèdent des avions chez nous, et nous, donc, nous en avons une centaine, eh bien, nous avons 160 avions et certains des nôtres qui volent. Ce serait très intéressant pour moi de voir ce que les personnes avancées nous font savoir à l'avance lorsqu'elles souhaitent l'utiliser. Ce sera très intéressant de voir combien s'inscriront pour le 1er janvier à 1200, mais ça ne me dérangera pas du tout de les faire voler le 1er janvier ou de faire autre chose le 1er janvier. Idéalement, j'espère qu'ils se prépareront à regarder les Huskers jouer le grand match. Et je me demandais, comment décidez-vous dans quoi vous investissez votre temps et votre argent? Ouais, eh bien, j'aime trouver des entreprises qui ont de bonnes finances. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une bonne économie? Eh bien, une bonne économie est une entreprise qui est entourée d'une sorte de fossé qui rend son produit, son service, son emplacement ou quelque chose d'un peu plus désirable et pour le client que tout autre type de produit comparable. Vous savez, la barre chocolatée numéro 1 au cours des 30 ou 40 dernières années a été les Snickers. Les gens ne s'amusent pas avec différentes barres chocolatées. Ils s'amusent avec des robes de différentes longueurs. Ils s'amusent, vous savez, avec toutes sortes de choses. Mais ils ne s'amusent pas avec des barres chocolatées parce qu'ils pensent, vous savez, qu'ils vont entrer et disposer 50 centimes ou quoi que ce soit et le mettre dans leur bouche et ils ne le feront pas pour 50 centimes et le mettre dans votre bouche. Je veux dire, tu ne vas pas dire « je vais mettre 45 centimes et mettre autre chose dans ma bouche ». Vous trouvez donc cela très stable.
et nous aimons les entreprises auxquelles nous pensons. Nous pouvons déterminer où ils en seront dans 10 ou 15 ans. Je ne sais pas où en seront les entreprises de technologie de l'information dans 10 ou 15 ans. Je sais où seront les bars Snickers dans 10 ou 15 ans. Ils vont vendre à peu près comme ils le font actuellement. Je sais où sera la gomme de Wrigley dans 10 ou 15 ans. Il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Du chewing-gum. Et Internet ne va pas non plus inciter les gens à arrêter de mâcher du chewing-gum. Je veux dire, Gates peut le penser, mais je ne le pense pas. Mais c'est la prévisibilité concernant la durabilité d'un avantage concurrentiel. Certains, quelque chose de spécial dans un produit. Nous recherchons donc ce genre de produit, puis nous recherchons des personnes honnêtes et compétentes qui dirigent l'entreprise. Il est plus facile de trouver des personnes honnêtes et compétentes que de trouver des entreprises qui resteront merveilleuses pendant une longue période. De nombreuses entreprises semblaient sur le point de rester merveilleuses, mais elles se sont en réalité évaporées avec le temps. Mais c'est ce que nous recherchons. Et ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas besoin d'en trouver beaucoup. Si nous en trouvons un par an, c'est formidable. Vous savez, parce que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'une centaine ou d'un millier de bonnes idées d'investissement pour bien réussir. Il vous en faut un couple. Et si c'est le CA, la discipline est la chose la plus importante. Nous n'avons pas besoin de matière grise. Nous avons besoin de discipline. Vous n'avez pas besoin d'un QI de 150 pour faire ce que je fais. Dieu merci. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 140, vous pourriez avoir besoin de 115 ou quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin de discipline. Vous devez attendre de voir le gros terrain sur lequel vous lancez, car investir est un jeu de grève sans appel. Vous savez, si j'étais un joueur de baseball et que je n'aime que les lancer à 2 pouces au-dessus de mon nombril, vous savez, un gars pourrait apprendre cela et il pourrait me lancer, vous savez, à 3 ou 4 pouces en dessous. Je suis appelé en grève parce que je ne trouve jamais de terrain. J'aime que l'on puisse être appelé lors de grève au baseball. Vous devez vous balancer sur des lancers que vous n'aimez même pas nécessairement, surtout après que le décompte ait obtenu les 2 prises en affaires. Vous n'êtes pas obligé de vous balancer sur quoi que ce soit. Vous pouvez vous asseoir là et le journal dit General Motors à 68 ou General Electric à 115 ou General Dynamics à 63. Et si vous n'aimez pas ces prix, vous n'êtes pas obligé de vous balancer. Vous pouvez y attendre jour après jour et il n'y a pas de grève. Maintenant, quand vous faites un swing, quand vous décidez d'acheter quelque chose, alors, vous savez, si vous faites un swing et que vous ratez, c'est un strike. Mais c'est un jeu merveilleux car il n'y a pas de grève annoncée et vous pouvez simplement attendre cette fois-là dans 1 mois ou 6 mois ou 1 an ou 2 ou 3 ans lorsque vous savez vraiment ce que vous faites, où vous voulez. Le prix, là où vous aimez les gens qui dirigent l'entreprise, puis vous swingez et vous n'avez besoin que de quelques swings dans votre vie. C'est ainsi que nous essayons de sélectionner les entreprises. Nous essayons de rester avec des choses que nous comprenons. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de merveilleuses opportunités d'investissement que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que feront les fèves de cacao l'année prochaine. Vous savez, peut-être que vous le savez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel prix le pétrole brut va se vendre. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je dois juste connaître les choses. Je dois savoir ce que je sais. Je dois savoir où sont les limites de ma compréhension. C'est ce que j'appelle ce qu'est mon cercle de compétences. Et si je ne suis capable d'évaluer que 5% des entreprises dans le monde, pas de problème. Je reste simplement dans ces 5% et j'essaie de trouver quelque chose. Et c'est que la plupart des gens ont des ennuis parce qu'en matière d'investissement, parce qu'ils ont des démangeaisons, vous savez, ils ne peuvent pas se discipliner et ils entendent parler des autres qui gagnent de l'argent. Rien ne dérange autant les gens qu'ils entendent parler de leurs amis qui gagnent de l'argent. Je veux dire, c'est très destructeur pour la discipline parce qu'ils pensent, vous savez, je suis plus intelligent que le type d'à côté et il vient d'acheter cette nouvelle voiture avec l'argent gagné en négociant des actions sur Internet. Alors pourquoi je ne peux pas? Eh bien, la réponse est que vous ne pourrez pas le faire avec le temps. Vous perdrez de l'argent en négociant activement des actions et il est difficile de faire preuve de discipline.
Mais chaque fois que vous achetez quelque chose, vous devriez pouvoir sortir une feuille de papier d'une page et dire « J'achète General Motors à 65 ». J'achète du General Electric à 150 parce que vous devriez écrire les raisons. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas remplir la feuille. Si c'est parce que quelqu'un m'en a parlé lors d'un cocktail hier soir, ce n'est pas suffisant. Si c'est parce que mon courtier m'en a parlé, ce n'est pas suffisant. Ouais, tu dois avoir une raison. Pour avoir pensé que c'était un investissement intelligent, vous faites la même chose si vous achetez une ferme ou un immeuble. Si vous achetez une ferme, vous diriez « J'achète cette ferme à 1000 $ l'acre parce que je pense que je peux gagner 60 $ l'acre avec elle. Si le maïs se vend à tel ou tel, et le soja à tel ou tel, et le rendement à tel ou tel. » Et tu comprendrais, c'est la même raison pour laquelle vous achetez des entreprises. Et lorsque vous achetez des actions, vous achetez une petite partie d'une entreprise. Et c'est probablement la chose la plus importante à retenir en matière d'investissement. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite partie de l'entreprise. Et si vous l'achetez à un prix attractif pour l'entreprise, pour l'ensemble de l'entreprise, vous gagnez de l'argent. Et si vous ne le faites pas, vous savez, avec le temps, vous ne gagnerez pas d'argent. Le révérend Jackson, Jesse Jackson, nous a parlé plus tôt. Il semblait croire que les normes morales de la société d'aujourd'hui finissent par nous affecter dans les affaires. Comment pensez-vous que cela nous affectera en tant que jeunes qui grandissent aux États-Unis? Eh bien, je pense qu'il est très difficile de quantifier les normes morales au fil du temps. Je veux dire, vous savez, vous pouvez identifier d'énormes faiblesses à tout moment en termes de comportement des gens ou du pays et d'énormes forces. Donc, je pense que oui. Extrêmement difficile à quantifier. Je pense que dans l'ensemble, nous avons fait des progrès dans ce que j'appellerais les normes morales institutionnalisées dans ce pays. Je veux dire, vous savez, en termes d'esclavage, je veux dire, les femmes ne pouvaient pas voter, vous savez. Il y a un siècle, la moitié du pays était de seconde zone. Les citoyens, à cet égard, avaient des droits très limités et en termes d'héritage et toutes sortes de choses, l'impôt sur le revenu n'existait pas, il y a 100 ans. Donc, l'idée de taxer les gens en fonction de ceux qu'ils bénéficiaient de la société et de leurs revenus n'existait pas. Donc, je pense qu'en termes de normes morales institutionnalisées, le pays a fait des progrès vraiment assez significatifs au cours des 100 dernières années. Je pense, vous savez, qu'il y a un énorme chemin à parcourir. Je pense que nous allons dans la bonne direction, peut-être par à-coups, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. Et je pense que ce sera un avantage significatif pour toutes les personnes présentes dans cette salle si elles vivent dans 40 ans dans une société plus morale que moins morale. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils le fassent. Je pense que le pays évolue dans cette direction, ce qui est très difficile à faire, car toutes sortes d'intérêts s'y opposent. Mais en fin de compte, je pense que le peuple américain le veut, et vous l'avez vu dans les droits civiques. Je veux dire, il a fallu la télévision pour dramatiser ce qui se passait, et les gens qui n'étaient pas là préféraient ne pas y penser. Mais cela a touché la conscience du peuple américain, et beaucoup de progrès ont été réalisés là-bas, et il reste beaucoup à faire. Mais là, c'est mieux qu'avant. Et le rythme peut paraître très lent aux personnes impliquées, et je peux le comprendre. Le rythme, vous savez, pour le suffrage des femmes, je veux dire, cela a duré des décennies et des décennies et des décennies. Les femmes pouvaient faire partie d'un jury. Je lisais le procès de Clarence Darrow qui a eu lieu en Californie, vous savez. Il n'y avait aucune femme dans le jury. La femme n'avait pas le droit de faire partie d'un jury. Elle n'était pas citoyenne en ce sens. Donc, à mon avis, le comportement moral du pays s'est amélioré, mais il continuera à s'améliorer et j'espère que vous tous dans cette salle ferez votre part pour l'aider à s'améliorer. Je me demandais comment, depuis que le marché boursier est si haut en ce moment, ce serait intelligent pour nous de nous impliquer maintenant ou d'attendre que ça baisse un peu ou quoi. Ouais, je ne peux pas vous dire si vous devez ou non acheter des actions maintenant. En général, je pense qu'il est important que vous économisiez de l'argent, vous savez, et que vous l'investissiez en bourse. Je ne pense pas que ce soit très important. Je pense que si vous êtes intéressé par les actions, vous devriez les acheter, vous savez, et vous avez un peu de capital. Vous devriez en acheter quelques-unes. Je veux dire, je ne pense pas qu'il existe un meilleur moyen d'en apprendre davantage sur eux
que d'en faire l'expérience. Le faire sur papier n'est pas la même chose. Je peux vous garantir que si vous perdez de l'argent sur papier ou de l'argent réel, c'est une expérience différente. Et je pense que vous en apprendrez davantage sur vous-même si vous procédez de cette façon. J'ai acheté mon premier titre. Quand j'avais 11 ans, j'étais en fait à Rose Hill à l'époque et j'ai acheté 3 actions de City Service Preferred à 38 et c'est descendu à 27, ceux dont je me souviens encore, même si j'avais 11 ans. Et puis c'est monté à 40, je l'ai vendu. J'ai gagné 5 $ sur mes 3 actions après commission, puis je suis passé à 200 $ et quelque chose comme ça. Donc, vous savez, je m'en souviens probablement un peu mieux que si je l'avais fait sur papier. Et j'ai fait beaucoup de choses entre 11 et 19 ans environ en bourse. J'ai fait des graphiques, j'ai fait toutes sortes d'analyses techniques, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet et je n'ai pas très bien réussi, je n'ai pas fait de mauvais résultats, mais je l'ai fait. J'étais vraiment en train de patauger. Mais cela voulait dire qu'à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai lu le livre de Ben Graham, j'étais à l'université du Nebraska à Lincoln, je suis allé acheter ce livre intitulé « The Intelligent Investor » qui vient de sortir et il a eu un impact énorme sur moi. Maintenant, si je ne l'avais pas fait au cours des 8 années précédentes, si je n'avais pas été partout, je ne suis pas sûr que ce livre aurait eu le même impact sur moi. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais prêt à lire le livre de Ben Graham, qui a changé ma vie financièrement d'une manière incroyable. Je veux dire, je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais lu ce livre. Mais oui, une partie de la vie se prépare pour que lorsque quelque chose arrive, ce soit important. Vous pouvez en saisir la signification et savoir quoi en faire. Et je dirais que ces 8 premières années de bêtises, même si cela n'a rien apporté financièrement, ont produit beaucoup de choses en termes de préparation de mon esprit. D'une part, j'ai vraiment lu quelque chose qui avait du sens. J'étais donc prêt à l'accepter. Et en fait, je suis retourné en Colombie pour étudier sous la direction de Graham et à cause de la lecture de ce livre et toutes sortes de choses en ont découlé. Je vous encourage donc, si le domaine vous intéresse, à faire quelque chose, j'essaierai quand même d'être aussi intelligent que possible. J'essaierai de m'en tenir aux choses, aux entreprises. Je pensais avoir compris que je sortirais quand même cette feuille de papier et que j'écrirais « Je fais ça parce que… » et je testerai simplement mon raisonnement. Ensuite, j'y retourne et je le lis un an plus tard et voyez si ce que vous pensiez être vrai s'est avéré vrai. Donc, je me vérifiais toujours. Je crois qu'il faut me noter sur tout. Vous savez, les médecins font des autopsies et ils le font parce qu'ils apprennent des autopsies et les hommes d'affaires n'aiment pas faire d'autopsie. Construire des usines ou acheter des entreprises. Et ils n'ont jamais voulu vérifier 2 ans plus tard comment cette décision s'est déroulée parce que cela peut être désagréable. Mais vous apprenez des post-mortem et vous ne voulez pas apprendre. Il vaut bien mieux apprendre des erreurs des autres que des siennes, mais vous devez aussi apprendre de quelques-unes des vôtres. Et le moment de le faire, c'est quand on est jeune. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que le gouvernement, avec les politiques actuelles de protection sociale et de sécurité sociale, est-il financièrement compétent et préparé financièrement? Eh bien, je pense que le pays dans son ensemble est plutôt bien préparé pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que j'adopterai toutes les politiques qu'ils ont. Mais je pense que nous avons une société extrêmement riche. Une société extrêmement riche. Et ça deviendra plus riche. Tout le monde ne va pas participer à cela. Certains ne participeront pas à cause d'un handicap physique, d'autres à cause d'un handicap mental, d'autres encore à cause de lacunes dans l'éducation qu'ils ont reçue lorsqu'ils étaient jeunes, pour toutes sortes de raisons. Nous avons une société suffisamment prospère pour pouvoir prendre soin de ces gens, et nous devrions prendre soin d'eux. Et comment nous le faisons pour qu'ils se sentent plus utiles dans la vie, et comment nous le faisons pour que nous continuions à encourager les gens à être eux-mêmes plus productifs et tout ça. Je veux dire, ce ne sont pas des questions faciles, mais cela ne devrait pas nous détourner du sentiment que nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Je pose ce problème parfois aux gens. Je dis, supposons que c'est 24 heures avant votre naissance
et que vous puissiez tous passer ce test 24 heures avant votre naissance et qu'un génie vienne à vous. Et le génie dit « Quel était ton nom déjà là-bas ?»« Peu importe, on t'appellera Joe. » Et le génie dit « Joe. » Alors, comme tu me sembles plutôt prometteur, je pense que tu as un certain sens du fair play et un bon esprit. Et donc je vais vous laisser une opportunité extraordinaire. Je vais vous laisser concevoir le monde dans lequel vous allez naître dans 24 heures. C'est à toi. Vous choisissez les règles politiques, vous choisissez les règles économiques, vous choisissez les règles sociales, vous concevez le monde. Et quand vous naîtrez dans 24 heures, vous allez naître dans ce monde. Et c'est le monde qui va exister pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos petits-enfants. Et vous, ayant entendu parler de certaines de ces blagues géniales dans le passé, vous diriez « Quel est le problème ?» Le génie dit « Eh bien, c'est un très léger piège. » J'ai dit « Quand tu seras né dans 24 heures, tu vas émerger dans ce monde que tu as conçu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si vous allez naître noir ou blanc, homme ou femme, riche ou pauvre, brillant ou attardé, valide ou infirme, aux États-Unis ou en Afghanistan. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez mettre la main dans ce baril, qui contient désormais 6 milliards de balles, comme nous le savons, représentant une personne, chaque personne dans le monde. Et tu vas participer à ce que j'appelle la loterie des ovaires. Vous allez retirer une balle de ce baril et vous n'en récupérerez jamais une autre. C'est toi. Vous allez récupérer une balle et maintenant, vous allez fusionner. Maintenant, quel genre de règles voulez-vous avoir pour cette société, sans savoir quelle balle vous allez avoir? Maintenant, je vous explique comment les gens devraient penser la politique sociale. Et si vous êtes né, si vous avez la chance d'être né dans ce pays, vous avez déjà gagné à la loterie. Mais nous devrions avoir un système, à mon avis, qui encourage les Jack Welch et les Bill Gates, et tout ça à fonctionner bien au-delà du moment où cela a une quelconque importance économique pour eux. Nous voulons des gens qui contrôlent ces ressources et qui sont extrêmement capables de les commander. C'est comme ça que le niveau de vie évolue. Nous devrions donc vouloir, vous savez, nous devrions vouloir que Tom Osborne soit entraîneur au Nebraska. Nous devrions vouloir que Bill Gates conçoive des logiciels et nous ne voulons pas mélanger les deux. Nous ne voulons pas que Bill soit entraîneur au Nebraska. Donc, vous voulez des gens, vous voulez un système qui dirige. Amener les gens à réaliser leur potentiel et les mettre dans la position où ils peuvent faire le plus de bien à la société. Mais vous voulez aussi un système permettant aux gens de se tromper de balle. Je veux dire, quelqu'un va récupérer le ballon, vous savez, ça dit « addict », quelqu'un va récupérer le ballon. Cela dit « telle maladie » ou cette maladie au début de la vie qui les paralyse, et nous avons une société assez riche qu'on peut prendre soin de ces gens. Et je pense que pour revenir à ta question, je pense que cette société va bouger davantage et plus dans cette direction. Il a la capacité d'aller de plus en plus dans cette direction à mesure que nos ressources et notre production augmentent, et je pense qu'il a la volonté de le faire de manière générale. Bien que, comme je l'ai dit, il y a toujours eu beaucoup de crises. Les ressources ne manquent donc pas aux États-Unis. La production ne manque pas. Il faut avoir un système qui encourage les gens à se comporter à la limite de leur capacité et qui les place à la bonne place. Mais ensuite, vous devez vous assurer que tout le monde est également pris en charge. Et je voulais savoir comment, selon vous, les médias affectent le monde économique aujourd'hui? Eh bien, c'est une petite question. Ce qu'il fait évidemment simplement parce qu'il a tellement progressé technologiquement qu'il l'a rassemblé de manière considérable. Je veux dire, j'étais en Chine il y a quelques années et j'étais juste après la conférence des femmes à Pékin et je lisais la couverture chinoise de cette conférence et bien sûr, cela n'avait rien à voir avec ce qui se passait, mais Internet arrivait et vous savez, vous pouvez accéder au Washington Post ou au New York Times ou quoi que ce soit. Je reçois le Washington Post à 21h30 ici ce soir. En fait, je n'ai jamais pu l'obtenir le lendemain, par livraison physique, mais par livraison électronique, je peux le lire. Vous savez, probablement avant que la plupart des gens à Washington ne le lisent, la capacité de communiquer et la mesure dans laquelle le monde peut avoir conscience de ce qui se passe partout dans le monde. C'est juste, vous savez, ça a été un bond en avant et
Vous savez, cela aura été le cas. Il y a beaucoup de choses qui en découlent, et elles sont un plus avec le temps. Mais je signifie la capacité de l'information à être accessible à tous, dans le monde entier, presque instantanément. Il peut s'agir d'énormes progrès dans des domaines comme la médecine, par exemple, rien que pour en choisir un. Donc, c'est un plus net. Cela a un grand effet et la définition des médias a maintenant été élargie. Énormément. Je veux dire, il y avait 3 chaînes de télévision et vous savez, au début des années 1960 et c'était tout. Les informations sur 3 autoroutes étaient transmises électroniquement. Et si les 3 informations dans lesquelles j'aime Lucie et je veux autre chose et quelque chose d'autre, ce sont les 3 choix d'information ou de divertissement que vous aviez pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes assises là en train de regarder un tube. Maintenant, c'est illimité et ce n'est que ça, environ 3 décennies. Donc ça a juste explosé et ça va continuer à exploser. Et Ned, je pense que c'est un plus et je pense qu'il est 13 heures. Je tiens à vous remercier tous. Je te souhaite bonne chance, tu vas faire un travail formidable. Merci.